tout a sonné, je l'ai entendu. Mais mon sujet maintenant, c'est d'aller plus loin que cette périodisation de 1800 à 1940 et de questionner avec 10 figures en 20 minutes une façon de réinterroger la modernité, ce qu'on a vu de A à Z. Et hier, j'ai interrogé cette idée de nouveauté, d'originalité, de singularité. Et aujourd'hui, je voudrais, réflexe de philosophe, vous prenez l'habitude, vous allez voir, c'est très bien. Dès qu'il y a un truc qui pose problème ou que vous voulez questionner, vous prenez l'inverse et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que être trop singulier, ça ne serait pas un peu ennuyeux? Est-ce que ça ne serait pas aller trop loin? Et j'ai pris cette figure de la sorcière qui est redevenue un peu à la mode avec ce livre de Mona Chollet de 2018, Puissance invaincue des femmes, puisque la sorcière, c'est étonnamment, elle fait une sorte d'historique chez cet éditeur Zone qui est tout à fait passionnant, qui en ce moment, je vais en reparler à la fin, donne accès à 10 livres gratuitement qui sont des boulets de canon, ce n'est pas de la petite rigolade. La puissance invaincue des femmes, c'est-à-dire la capacité de connaître une science de la nature, une science des remèdes, une science des phénomènes naturels qui va, à partir de la Renaissance, être poursuivie, notamment bien appuyée par le christianisme qui y voit sans doute un concurrent. Les sorcières vont être plutôt brûlées, les sorciers pas trop, c'est très rigolo. Hein. Et ce que dit Mona Chollet, en plus de faire cet historique pour montrer que cette méfiance à l'égard du savoir des femmes est ancien, il va nous aider à regarder en négatif comment cette modernité ne regarde pas le travail des femmes, mais aussi, c'est ça mon deuxième mot, je voudrais qu'on voit des travaux de femmes artistes de 1800 à 1940 pour voir à quel point cette modernité n'est peut-être pas le meilleur logiciel pour regarder la période, puisque cette idée de nouveauté, de singularité, dans la sorcière, elle va être un peu mise à distance, voire brûlée. Et dans la sorcière, il faut vous dire qu'il y a aussi la femme indépendante, et même celle qui est tellement vieille qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, donc elle ne nous intéresse plus, les veuves, les célibataires, la femme sans enfant, c'est-à-dire la femme qui fait ce qu'elle veut. Et on le voit encore aujourd'hui, cette figure, si elle revient dans l'art même contemporain, c'est ce rapport à la nature, en fait, qui fait qu'on a une façon nouvelle de regarder les genres. Et je pensais, en partant de sorcière, en voilà une, et pas qu'un peu, qui fait un peu peur. On a beaucoup regardé, Marie Wigman, ce qui va me permettre un tout petit retour en arrière, qui fait regarder un peu autrement. C'est ça ma première partie. Je voudrais regarder comment les femmes ne sont pas vues, mais comment elles sont regardées. Voilà les deux façons de regarder l'histoire de l'art à propos du sujet des femmes est une façon de regarder qu'est-ce qu'on voit et qui regarde. Je vais aller vite parce que ce sujet m'intéresse beaucoup et je le présente souvent. J'en ai fait des choses qu'on retrouve sur YouTube aussi. Voilà. L'association à la fertilité, reproduction. Mais finalement, les historiens des sciences, quand ils creusent la question, se rendent compte que les déesses dans beaucoup de civilisations sont associées à l'agriculture, oui, à cette idée qu'il y ait un temps qui serait plus long, cyclique, qu'on pourrait associer à la fertilité des femmes. Par contre, il ajoute que cet art de l'agriculture est aussi un art de la médecine, des plantes, qui permet de sauver, de soigner. Et que, étonnamment, quand on fait une histoire des sciences, on est plutôt sur une science moderne, chimique, rationnelle, et pas du tout celle d'une science, c'est pas la médecine du bisou, hein, c'est une science qui connaît les plantes, les huiles, et qui peut soigner avec ça. Là, c'est déjà changement de logiciel en disant, tiens, oui, c'est vrai, peut-être que ces connaissances-là qui circulent, ce serait ça, les sorcières aussi, eh bien, elles sont très anciennes et étonnamment, dans toutes les sociétés quasiment, les dieux, on pourrait dire, de la médecine sont des femmes, de l'agriculture et de la médecine. Deuxième chose qui fait regarder un peu autrement, les femmes sont montrées comme ça chez les Grecs, mais elles sont aussi dans l'Empire égyptien comme ça. Les deux sont des femmes. On a une vision préhistorique avec Buster Keaton ou avec le cinéma des années 10 ou des années 66. On a une représentation de la femme préhistorique qui est tout à fait étonnante. Et les chercheuses américaines des années 70 ont découvert que dans les grottes, eh ben, ces mains
soufflées étaient des mains de femmes. Et quand on demande aux scientifiques comment ça se fait que depuis des millénaires, on nous dit que c'est des hommes qui peignent, et pourquoi on ne sait pas que ce sont des femmes, et on n'avait pas pensé à regarder, on n'avait pas pensé à se demander si c'était le cas. Ce qui fait que quand on en fait l'inventaire, là je vais aller vite, on a des femmes peintres en Grèce, Irène, Aristarété, Calypso, et puis la voilà des femmes poétesses, Sappho, mais donc qui devient presque une déesse en soi. Il faut écouter notre Sappho nationale. Et puis, quand on en fait l'inventaire, au Moyen-Âge, Hildegarde qui écrit de la musique, Hérade qui fait une encyclopédie, Béatrice de Diaz qui écrit aussi des chants, Marie de France, Christine de Pisan qui va écrire La Cité des Dames, cet espace de cité où elle pourrait vivre. On a des femmes sculptrices dès le XIVe siècle, on a des femmes peintres, Barbara Longhi, des femmes sculpteurs, encore plus surprenant, Prospasia de Rossi, qui est une merveille de sculpture. Je fais toujours cet inventaire parce qu'on se dit, il n'y en a pas beaucoup, c'est exceptionnel. Et puis, ne serait-ce que la photographie entre 1850 et 1920, il y aurait plus de 50 femmes photographes à citer. Donc, il est difficile de prétexter qu'il y en ait peu pour peu les connaître. C'est autre chose qui se joue en dessous. Et encore plus fort, il y a des hypothèses sur le fait que Catherine Briconnet aurait été l'architecte de Chenonceau. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? C'est qu'il y a des métiers, des savoir-faire qui ne sont pas associés à ce que les femmes pourraient faire ou pourraient pratiquer. Un travail de force, la sculpture, magnifique documentaire sur Arte sur les femmes sculpteurs, ou l'architecture, liée à la science ou des choses comme ça. Donc on va se permettre tout doucement Anguissola, Luciana Fontana, qui va faire un nu pour la première fois. On est à la Renaissance, on est autour de 1600. Gentileschi qui est montrée comme une femme très puissante avec cet autoportrait, mais avec aussi chez Gentileschi quelque chose d'intéressant, c'est de montrer la violence. C'est-à-dire que les premières femmes qui peignent sont dans des milieux favorisés, puisqu'il faut pour apprendre à peindre des profs, et que ça circule ce savoir qui puisse être échangé. Même chose avec Marie de Gournay, si vous avez l'occasion, premier texte sur l'histoire des femmes. Et chez Judith Lester au XVIIe, la voici en autoportrait, on a une vingtaine d'images, mais longtemps, on n'a pas attribué ce tableau, on l'a attribué à Franz Hals parce que c'était tellement bien fait que ça ne pouvait pas être elle. Voilà, Rosalba Carrera qui apporte le pastel en Europe, mais qui aussi montre son propre visage vieille. Voilà, une évolution, c'est pas seulement qu'on ne voit pas le travail des femmes, chez Vigée Lebrun qui devient assez célèbre, qui lance même la mode de ses petits chapeaux, chez Olympe de Gouges qui peut réclamer que si les femmes vont à la guillotine, elles ont peut-être des droits et c'est possible, mais les révolutionnaires oublieront de leur en donner, comme l'époque moderne a bien des points. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces femmes sont invisibles parce qu'elles sont femmes d'eux. Chez Sophie Rude, quand on est la femme du grand créateur de l'Arc de Triomphe et qu'on est plus jeune que lui qui meurt, on passe sa vie à défendre son œuvre. Mais quand exceptionnellement son travail est exposé, il est montré de cette façon-là. C'est une sorte de projection préalable qui fait que on n'a pas l'idée que chez Benoît et au XIXe siècle, des femmes, l'évolution en 3 temps, c'est cette avancée des villes à la Renaissance qui fait qu'il y a regroupement et que petit à petit il y a échange d'informations. Et au 19e, étonnamment, une double peine, c'est celle avec la classe bourgeoise d'un retour en arrière sur le statut des femmes, mais une avancée sur le fait que des académies privées commencent à s'ouvrir, l'Académie Julian, qui fait qu'on va pouvoir apprendre et échanger, puisque la base d'un savoir pour qu'il circule, c'est, et pour qu'un art soit un art, que des réseaux de formation circulent et des réseaux de diffusion. Flora Tristan qui écrit sur l'émancipation de la femme en 1845, et voilà à quoi ressemble un atelier pour les femmes, avec, vous le remarquez, un petit modèle qui est un garçonnet. Rosa Bonheur sera une exception, et on a toujours quelques exceptions, puisqu'elle va avoir la Légion d'honneur, qu'elle va être très très célèbre, jusqu'à avoir le droit de porter un pantalon, la Légion d'honneur, le pantalon. Mais on est dans une représentation qui peut être réservée aux femmes, qu'on va voir encore au 19e, tout le long du 19e. L'espace de la maison, l'espace du foyer, l'espace du jardin clos, du parc, quelque chose qui est quand même pas foufou, qui permet de gérer l'ensemble. Et puis, simultanément, plutôt dans les pays anglo-saxons, 1855, la première société des femmes artistes,
Un petit exemple que j'aime beaucoup montrer, la magnifique sculpture de Léon Berthaud qui est exposée en France. Mais Léon Berthaud, c'est madame qui a gardé le nom de son mari pour pouvoir exposer plus facilement. La même chose avec de Montbreton qui est à côté, qui vient de l'Essonne. Toujours Nathalie Heinisch, ça faisait longtemps, qui va s'intéresser au 19e siècle, notamment au début du 20e, au rôle des femmes dans la littérature. Jetez un œil même sur les résumés, vous allez voir qu'elles sont souvent la femme fatale, donc c'est une sorcière, elle fout le bordel dans le foyer, ou la seconde, c'est-à-dire la maîtresse, l'amante qui est mise de côté. Et j'aime bien montrer cet exemple-là, et ça va me permettre après de rentrer dans le XXe siècle, comment les femmes sont regardées. Chez Manet, fan de Berthe Morisot, dont il est un peu amoureux, qui va la représenter merveille, un peu comme dit Berthe Morisot elle-même, c'est pas que je suis laide, c'est que mon physique est un peu curieux, disent les autres. Elle est, eh ben, quand Berthe Morisot peint, elle montre plutôt des images de foyer, de maternité. Et j'aime montrer et basculer à partir de Degas, c'est que Degas, le grand misogyne, apparemment, aide Marie Cassatt. Et chez Marie Cassatt, que l'on voit, voilà à quoi ressemble la peinture de Marie Cassatt, c'est plutôt des enfants, plutôt des maternités. J'aime montrer cette petite image-là, c'est que, vous voyez, regardons comment les femmes sont vues. Chez Renoir, ici, la dame est à l'opéra, elle a des petites jumelles, elle pose pour nous, elle est belle. Mais le monsieur, derrière, et c'est pas joli, est en train de mater une autre dame. Il s'en fout, ça fait toujours plaisir. Voilà, dans son dos, il ne fait pas exactement ça. Quand Marie Cassatt montre à l'opéra une femme, elle regarde, elle est regardée aussi, mais elle regarde. Cette nuance de qui regarde qui, chez Marie Cassatt, c'est déjà autre chose qui se passe. Ces femmes ont la possibilité de regarder, la puissance de regarder, et c'est très étonnant, mais c'est cette façon de regarder qu'est-ce que l'on voit et comment la femme est montrée, ça vient des historiennes de l'art américaines qui se sont intéressées à ces sujets. Finalement, Marie Cassatt, c'est pas seulement des petites enfants avec des petites mamans, c'est autre chose dans la façon dont la femme est montrée. Des femmes indépendantes, Marie Baskirtseff qui va écrire dans des revues, qui va écrire un journal qui la rendra célèbre. À 22 ans, je serai célèbre ou morte, elle aura les deux. On connaît mal Anna Belinska qui était élève avec elle à l'Académie Julian, qui en deviendra prof. Le 19e, c'est aussi le début. Camille Claudel, qui me sert de transition vers qu'est-ce que les femmes peuvent montrer, puisque des académies vont leur permettre d'apprendre. Et bien que ce 19e siècle soit très, on va dire, pour faire vite, un retour en arrière sur le droit des femmes, elles ont, à plusieurs époques, dans plusieurs pays, des droits supérieurs à ceux qu'elles ont au 19e. Ce qui passe pas avec Camille Claudel, c'est que je ne crois pas que la façon de lire son travail comme Jalousie de Rodin soit le plus intéressant. Voilà, ce que Rodin fait d'elle est quelque chose qui est intéressant dans la tension qui se crée entre eux. Non, ce qui passe pas avec Camille Claudel, c'est que quand elle dessine la valse, elle montre des magnifiques photos, elle montre le désir, en fait. Elle montre la façon dont un corps emporte un autre, dont il se laisse aller, dont il dérive et dont il bascule. Et qu'une femme montre le désir, c'est pas possible, c'est pas visible, c'est pas regardable, en fait. Donc il ne s'agit pas seulement de regarder que les femmes ont été mises de côté et qu'elles étaient invisibles et qu'on ne les voyait pas, c'est que aussi ce qu'elles faisaient, ce qu'elles montraient, était réservé à certaines catégories. Et on l'a vu avec l'histoire et l'invention de la danse, Loie Fuller, Ruth Saint-Denis, Isadora Duncan, Marie Rambert, voilà, ce sont des femmes aussi qui, par la marge, en design, en photo, se retrouvent être des créatrices. Mais on ne veut pas le voir parce que Charcot, Freud, eh bien, c'est un sujet tout à fait passionnant qui va intéresser Monsieur Didier Huberman. Ben, l'hystérie, on va le réserver aux femmes, alors que si vous vous penchez sur cette petite histoire, vous saurez que les premiers bons et vrais hystériques sont des hommes, notamment un fabriqueur de tonneaux. Voilà, la photo va servir à éplucher, regarder, aider la science, bien sûr, mais le rôle de la femme va être celui de celle qui ne se contrôle pas, qui sort d'elle-même. Et donc, on va toujours contrôler son corps. C'est un enjeu qui va être au cœur du travail des femmes et son activité. Voilà la limitation qui fait que cette modernité qui est censée être de l'originalité, une façon de renverser ce qui se passe au préalable, oui, mais quand on regarde ce point de vue-là, qui n'est pas juste pour voir du travail de ces femmes, pour les découvrir, parce qu'évidemment, il y en a de talent, d'autres moins,
c'est que ça questionne cette idée de singularité. Est-ce que c'est vraiment la singularité qui va tout changer? Encore les Américaines et les Anglo-Saxonnes qui font cette exposition de 1893 avec un bâtiment dédié aux femmes. Louise Abema, dont vous avez peut-être vu le magnifique tableau au Musée des Temples qui va y exposer, un catalogue, 1894, ils sont très en avance sur les luttes féminines en France. Les Anglaises, bien sûr, on a Louise Abema, Marie Baskirtseff, Rosa Bonheur, Camille Claudel, Hélène Berthaud, toutes ces femmes que je viens de vous montrer, voilà, Abema, il y a des grandes décorations, et ce qu'on a appelé avec Meyer Shapiro des fémages, c'est-à-dire des choses qui sont faites par les femmes depuis longtemps. Je parlais de ça à propos du collage. Voilà, des femmes qui font des collages, ça existe depuis longtemps, je le dis de façon péjorative exprès, des ouvrages de dames. Est-ce que de la broderie? Est-ce que des motifs de tissu? Est-ce que du collage de papier, c'est un truc de dame, donc c'est pas intéressant? Pourtant, quand c'est Picasso qui le fait, d'un seul coup, c'est l'invention du collage. Voilà. Comment cette question-là, qui traverse notre période de 1800 à 1940, est une façon de questionner comment finalement la modernité est aussi une sorte de grand récit positif d'une avancée par rapport à ce qui se faisait avant, mais un récit écrit dans ce même catalogue, Conditions de la femme. Et puis, on peut, dernière chose sur la limitation de la visibilité des femmes, quand on est femme d'eux, Marie Bracmont est la femme du graveur et céramiste, qui est un merveilleux, pas assez connu d'ailleurs, mais dont on ne voit pas le travail. Suzanne Valadon, amie avec Lautrec, amoureuse un peu, dont on ne veut pas voir le travail parce que finalement, c'est un peu trash ce qu'elle fait, Suzanne Valadon, et que voilà, cette Madone, finalement, elle est intéressante à la fois parce qu'elle n'est pas dans les canons qu'on voudrait voir, mais là, le regard d'une femme sur une autre femme prend un sens particulier. Là, le rapport de celui qui fait l'image à à ce qui est montré, à celui qui la regarde, voilà ce que la modernité est en train de nous inviter à questionner et qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui. J'ai d'ailleurs toujours un petit clin d'œil à Degas. Derrière cette petite peinture, un petit Degas dans la collection de Valadon. Parce elle était modèle et elle est devenue peintre et c'est Degas qui lui donne ses premiers pinceaux. Et puis, rentrons dans le XXe siècle, Alice Guy Blaché, première femme réalisatrice, premier péplum, premier making-of, des centaines de films, des centaines, dont on ne sait rien. Je vous ai parlé de Mackintosh, le merveilleux architecte de l'école de Glasgow. Il l'a fait en binôme avec sa femme, Margaret. Des objets, des chaises, du mobilier, pas très connus, pas très très vus. Les premiers ouvrages en Allemagne en 1905, en Angleterre, sur l'histoire des femmes, et puis du militantisme par des revues, qui va se développer seulement en 1900, et puis sujet qui me servira encore demain. On essaiera de regarder la modernité par la publicité, par l'avènement de la presse et son développement. En 1914, des suffragettes font un truc redoutable. État d'alerte dans les musées. Pourquoi? Parce qu'une femme a mis des coups de couteau dans une peinture de nu de Velázquez. Et voilà, d'un seul coup, ah oui, on rigolait bien, mais si on se met à détruire les œuvres, non, 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 c'est pas possible. Et évidemment, le sens de la publicité va être très, très important dans ce méfait de Marie Richard, qu'on va appeler rapidement la criminelle pourfendeuse. J'en viens à quelques femmes du XXe siècle. Anna Hawke, dont j'ai parlé, qui fait des découpages au couteau de cuisine dans la culture allemande des années 20, mais aussi de son amant. Et des choses qui sont, si on le regarde bien, une façon de questionner l'image de la femme. L'image de la femme et des enfants, l'image de la femme telle qu'on la voudrait dans les magazines. Voilà. C'est pas un sujet qui est propre aux femmes, mais quand c'est interrogé par la femme, ça devient quelque chose qui est intéressant à questionner et étonnamment, une question qu'on retrouve peu chez les hommes. Donc, cette critique sur les images, sur ce monde des images qu'on va regarder aussi après-demain, elle est intéressante à regarder sur le genre, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on questionne quand on regarde des images. Dernière impossibilité, voilà, Sophie Taubert-Hart, qui est la femme de, et donc on connaît peu son travail d'architecture, son travail de recherche. Germaine Dulac, qui est une merveilleuse cinéaste qui a, dans des films, notamment filmé Antonin Artaud, regardez ça, La coquille et le clergyman, c'est quand même pas rien. Et puis, une dernière chose qui me sert de conclusion, Vanessa Bell, qui est proche de Virginia Woolf, là voilà, on lui commande une conférence en 1921 et on lui dit qu'est-ce que c'est qu'être artiste?
Est-ce que pour une femme, il y a quelque chose de particulier? Oui, il faut une chambre à soi, il faut un espace réservé, mental, physique, qui permet de se retrouver. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur les romans? Voilà, quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art? Cette question-là ne devrait pas avoir de genre et elle en a encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, chez Claude Cahun, merveilleuse artiste du surréalisme, qui s'auto-prend en photo elle-même, c'est elle. Celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, rasée par rasée, costumée, en train de questionner ses doubles, les images d'elle-même, et puis c'est une merveilleuse auteure. I am in training, don't kiss me, c'est quand même le polo de l'année. Dit Frida Kahlo, qu'on résume souvent à cette petite imagerie mignonnette qu'a faite même Le Clésio, alors que c'est une femme dans l'engagement et dans une façon de parler de politique dans ses tableaux, dans une façon de parler de la féminité et de l'impossibilité à accoucher de soi-même. C'est quand même des vrais sujets. Cette peinture-là, si elle est puissante, c'est aussi parce qu'une femme l'a fait. Même question ambiguë avec Leni Riefenstahl, même disparition avec Sonia Delaunay. Et puis, pour avancer, je déborde un petit peu. Lisette Model, dont j'aime montrer le travail, parce que voilà, une femme qui prend en photo des trucs qu'on ne voudrait pas voir, des bourgeois qui ont l'air rabougris, des grosses dames, des aveugles. Voilà, au pire, on peut accepter qu'un photographe puisse montrer des choses de la rue, des choses puissantes, mais une femme, alors ben, on ne sait plus quoi en dire, quoi en faire. Alors que cette question ne devrait plus se poser, ne devrait pas se poser. Voilà, Lee Miller, merveille. Lee Miller, à la fois modèle nu de Man Ray et en même temps la première à prendre en photo à Dachau les libérations des camps. Voilà, l'endroit où on ne s'attend pas à ce qu'une femme soit. Et cette photo incroyable, c'est-à-dire d'entrer la première dans l'appartement de Hitler et prendre un bain à l'endroit où le Führer habitait. Voilà, les femmes peintres, ça sera un sujet seulement en 71, seulement hein, avec Linda Noslin, la seule chose traduite en français, puisque beaucoup de ces autres essais qui questionnent toute cette modernité, hein, dont on la voit, l'exposition, elle, à Beaubourg, a duré très très peu de temps, et elle est assez récente. Gisèle Freun sur Photographie Société, voilà, féminisme à lire à la Fabrique Édition en ligne, parce que Françoise Vergès, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le féminisme, il ne faut pas que ce soit que pour les femmes blanches, parce que si on se bat que pour l'égalité du genre, mais qu'on ne voit pas que les femmes racisées sont, elles, deux fois méprisées, eh bien, ce féminisme, il a une limite. Il est juste colonial encore. Et voilà un sujet qui nous emmènera dans deux cours plus loin en train de questionner l'histoire. À demain.